Bon, ben, la conférence de ce soir va être donnée par Madame Rachel Kahn. Le titre de la conférence va être L'universalisme à l'heure du multiculturalisme. Dites-moi si vous voyez le changement de diapo. Oui. Oui, OK. Fait que, juste pour rappeler vite, vite, c'est une conférence organisée par les Sceptiques du Québec, puis on est un organisme non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. Fait que je vais passer un petit peu plus vite parce que Mme Kahn n'a pas beaucoup de temps pour la période de questions aujourd'hui. Alors, je voulais inviter les gens aussi à participer sur le forum. Puis, vous pouvez trouver aussi sur notre site web les anciens numéros de la revue. Vous pouvez aider l'association aussi parce que les conférences sont gratuites et on fonctionne un peu plus avec des dons. Fait qu'on aimerait bien ça que des gens nous donnent un peu plus d'argent ici pour qu'on puisse continuer nos conférences gratuites. Le dernier numéro du Québec sceptique, j'en ai parlé un petit peu dans les derniers mois, les dernières conférences. Ça fait que c'était sur le dernier numéro portait sur l'ufologie québécoise. Le prochain numéro s'en vient bien. Puis, la prochaine conférence va être donnée par M. Claude Coulombe le 13 mars. Ça va être sur la vision artificielle démystifiée, accessible et facile à appliquer, un secret trop bien gardé de l'intelligence artificielle. Fait qu'il va nous parler des applications de la vision artificielle, des aspects éthiques et aussi de la cybersurveillance. Fait que ça va être, je pense, pas mal intéressant. Madame Rachel Kahn, elle est née en 76 à Tours. Le père qui est gambien, professeur d'anglais à l'université, et sa mère est libraire française et d'origine juive polonaise. Fait qu'elle-même, elle est, disons, multiracée, multiethnique et multiculturelle. Elle a été danseuse classique, championne de France d'athlétisme et elle a été juriste en droit public international. Elle a mené des travaux sur les droits fondamentaux et sur le principe de non-discrimination. En 2009, elle a intégré le cabinet du président de la région de l'Île-de-France en tant que conseillère à la culture. Puis plus tard, elle est devenue comédienne au cinéma, à la télé et au théâtre. Elle est scénariste et auteure du roman Les grandes et les petites choses. On voit la petite photo du roman ici. Elle a participé aussi à l'ouvrage Noir n'est pas mon métier, deuxième livre que je présente ici. Et puis, en 2019, elle est devenue directrice générale de l'association aux 1000 visages. En 2021, elle a été présidente de la commission jeunesse et sport de la LICRA. Et présentement, elle est éditorialiste à Radio Classique, LCI, I24 et RCJ. Son premier livre, Assez, est sorti le 10 mars 2021. Pas son premier livre, son premier essai, aux éditions de l'Observatoire. Puis elle a reçu en 2021 le prix du livre politique et le prix des droits de l'homme. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Madame Rachel Kahn, qui, pour elle, il est 9 heures ce soir. Fait que... Merci beaucoup. Déjà, je suis ravie. J'espère que vous m'entendez bien, tous et toutes. Oui. D'accord. Je suis ravie. Merci pour cette invitation. Juste par rapport à votre association, je voulais vous dire que je tiens à venir ici gratuitement comme un don, finalement, peut-être, je l'espère, pour vous et vos adhérents, et parce que je suis aussi très engagée sur remettre un peu la raison et l'esprit critique au centre. Donc, je ne tiens pas à être rémunérée pour cette intervention. Et puis, vous dire que pardon du temps qui est court, mais c'est vrai que comme je me lève à 5 heures du matin, comme vous le savez, Michel, voilà, et que j'ai mes enfants et qu'il y a le baccalauréat, il y a le bac là qui se prépare et que c'est un peu... donc, pardon, mais en plus, je suis en promotion d'un livre en ce moment. Donc, c'est l'adaptation en BD des grandes et des petites choses que j'ai sorti il y a une dizaine de jours. Et donc, je cours un petit peu en ce moment. Donc, mes excuses à tout le monde si l'intervention n'est pas aussi longue que vos autres intervenants. On va essayer quand même de parler un peu à 360 de ce sujet de l'universalisme. Merci pour votre intervention, pour la présentation. Alors, vous avez parlé de multiculturel. Alors,
étrange parce que moi, je ne me sens pas vraiment multiculturelle. Je me sens d'une culture, de la culture universaliste, justement, mais pas multiculturelle. Voilà. OK. Vous souhaitez comment on procède? Est-ce que vous me posez des questions ou est-ce que vous voulez que je parle de mes Euh, différents... ben, j'avais pas préparé de questions en tant que telles. D'accord, ok. Euh, Si vous voulez vous parler de votre livre ou du Oui, sujet que vous vouliez nous envoyer. développer. Ok, très bien. En fait, alors c'est vrai, là où vous avez raison dans mon pédigré, ma mère, pour ceux qui ne me connaissent pas, est d'origine juive polonaise. Elle est née en 1940, donc elle a été cachée pendant la guerre. J'ai eu la chance de connaître mon grand-père qui est venu de déportation, donc d'Auschwitz. Euh, et de l'autre côté, mon père, lui, est arrivé en France à la fin des années 60, après la colonisation, donc après les indépendances du Sénégal et de la Gambie. Et il était professeur de français au Sénégal et en Gambie, et il est arrivé en France et il a rencontré ma mère. Donc ça part sur une histoire d'amour, en fait, où il a rencontré ma mère dans sa librairie. Et ensuite, il est reparti en Gambie, mais après, il est revenu pour retrouver ma mère. Et il est devenu professeur d'anglais en France, puisque la Gambie est anglophone. Donc, mon père est d'abord anglophone avant d'être francophone. Et j'ai eu la chance, en fait, de naître de ce fruit-là, qui pour moi est quand même le symbole de l'humanisme et de l'universalisme. C'est-à-dire que, en plus, j'ai la chance d'avoir encore mes parents, donc qui s'aiment et qui viennent de partir là, justement au Sénégal pour rester 4 mois pour leur retraite. Euh, et c'est vrai que lorsque moi j'ai grandi dans cet univers où, en gros, aucun de mes parents enfin, aucune personne de ma famille ne se ressemble en fait, physiquement. En revanche, on a un socle commun qui est peut-être ce socle de la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité. J'ai eu la chance d'entendre mon grand-père avec son accent yiddish, c'est un accent qu'on n'entend plus aujourd'hui, son accent yiddish, et mon père avec son accent wolof d'Afrique, dialoguer ensemble. Donc c'est vrai que nous, les Français, quand on entend en plus les Québécois avec leur accent, les accents, c'est important, mais quand ils se conjuguent, de manière différente, je trouve. C'est ça l'humanisme et la force de notre langue commune aussi, parce que on peut en rire, on peut s'interroger sur des expressions, on peut chercher à se comprendre. C'est une langue qui franchit les frontières, c'est une langue qui nous a peut-être séparés à un moment donné, mais c'est une langue aussi qui répare. Et moi, c'est comme ça que j'aborde le français, en fait, avec tous ses accents. Mon père a appris le français aussi avec l'ancien français, donc avec les Ronsard, avec le François. Et il m'a transmis au fond ma langue maternelle. C'est surtout une langue paternelle avec un accent et surtout avec l'amour qu'il y a dedans, l'amour du français. Et c'est comme ça, moi, que j'ai voulu écrire mes livres, hein, c'est-à-dire en m'attachant aux mots, en m'attachant à la langue, parce que lorsque vous avez une famille en fait qui est entre guillemets étrangère, en tout cas ma famille étrangère à plein de niveaux, que ce soit après la Shoah ou après la colonisation, ils ont eu un amour des silences parce que l'histoire était trop difficile, peut-être à raconter, enfin peut-être c'est sûr, à raconter, notamment du côté de mon grand-père ou même du côté de mon père, des silences, mais aussi un amour de l'expression et de la liberté d'expression de l'autre côté, et l'amour des dictionnaires, et l'amour d'employer le mot juste. Parce que lorsque l'on emploie le mot juste, on reste ouvert, on ne veut pas dénigrer la personne qui est en face, on veut l'accueillir dans un dialogue, qui est le fondement de la démocratie. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai écrit Racé, après, notamment Noir n'est pas mon métier. Alors, je vais vous parler d'abord dans un premier temps de Noir n'est pas mon métier, et ensuite je vais vous parler de Racé, parce que c'est dans l'ordre chronologique.
Et à la fin, je vous parlerai peut-être des grandes et des petites choses, qui est mon premier roman adapté en BD aujourd'hui. Alors, Noir n'est pas mon métier, c'est un livre que nous avons sorti, on était 16 comédiennes, 16 comédiennes noires, et on l'a sorti en 2018 pour finalement pointer du doigt quelque chose qui nous apparaissait quand même assez étrange, c'est le fait d'être actrice, comédienne. Et c'est vrai dans les castings d'avoir toujours un peu les mêmes rôles. Alors, ce qui était intéressant dans ce livre, c'est que on avait 16 personnes, noires certes, mais très différentes, avec des positions politiques très différentes, idéologiques très différentes, une manière d'aborder les choses de manière très différente, des origines aussi très différentes, des Antilles, du Rwanda, de l'Afrique de l'Ouest, tout ça, très différent. Certaines personnes aussi étant nées en France et ne connaissant même pas très bien l'Afrique. Mais l'idée, c'était de dire que quelle que soit notre couleur de peau, on avait, en fonction de notre compétence et de notre qualité d'artiste, quand même besoin d'exercer tous les rôles, qu'on en avait marre un peu de nous demander en casting de faire l'accent africain ou d'être dans un rôle soit de prostituée, soit de femme de ménage, donc d'exercer tous les rôles. Et j'étais heureuse en fait que dans Noir n'est pas mon métier, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai cette phrase qui dit Noir n'est pas mon métier, Noir n'est pas un rôle, c'est-à-dire que j'en avais marre qu'on puisse faire avec ma couleur de peau. Ça, c'était en 2018 et on a monté les marches justement dans un discours très universaliste, très humaniste, sur justement le fait que l'art et la création puissent vous faire devenir un autre. Quand vous lisez un livre, vous êtes le personnage, vous vous interrogez comme les protagonistes d'un livre, comme dans un film, où au fond, on s'en fout de la couleur de la peau. L'essentiel, c'est de partager et de donner pour que tous les spectateurs puissent être ce personnage-là dans son propre récit. Et puis après, il y a eu la fin 2018 et tout est allé très vite, en fait, je trouve. C'est que j'ai compris que certaines personnes, en fait, utilisaient ce livre et que Noir n'est pas mon métier était devenu un métier. Et ça a été un drame, c'est-à-dire qu'on a remis la race et la couleur de peau au centre. Et là, c'était très triste au fond, parce qu'on ne peut pas être dans l'universel, on ne peut pas être contre les discriminations, on ne peut pas être contre les formes d'intolérance. Et après, revenir un an après et pointer du doigt l'homme blanc et la femme blanche et l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'était un discours complètement inversé. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit Racé, parce que moi, je ne me reconnais pas dans ce discours ségrégationniste, en fait. Ce discours qui ne va pas du tout avec la création et avec l'art, parce que l'art, c'est quelque chose, à mon sens, après, on peut avoir un débat après, mais à mon sens, l'art et la création sont des choses complètement transcendantales qui vont au-delà des origines, au-delà du physique, au-delà des origines du sang, pour aller dans des origines plus spirituelles, presque. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevée dans une famille où il y avait beaucoup de livres. Ma mère était libraire, mon père professeur. Et un jour, il m'a dit, mais tu sais, en tant qu'écrivain, toi qui écris, l'origine d'un écrivain, c'est la bibliothèque. Et mon origine aujourd'hui, c'est la bibliothèque. C'est pas. Et quand j'ai compris que dans Noir n'est pas mon métier, finalement, ce qui intéressait certaines personnes, pas toutes, ce qui intéressait certaines personnes, c'était uniquement ma couleur de peau et pas mon récit et pas mes grands-parents, parce que j'ai la moitié de ma famille qui est morte dans un camp de concentration. J'ai aussi une partie de ma famille qui est au Québec aujourd'hui pour différentes raisons. La famille en France, la famille un peu partout. Quand j'ai compris qu'en fait, finalement, on voulait me rétrécir et m'enfermer dans une forme d'identité carcérale, celle de la couleur d'une peau, alors que la couleur de ma peau, comme dirait Romain Gary, ce n'est pas la mienne. La couleur de ma peau, c'est la couleur de ma peau d'aujourd'hui. Elle vient de plein de générations de peaux différentes. Et donc, ça me rétrécissait, ça me réduisait, ça me déshumanisait.
Ça ne faisait pas moi un être avec un nom et un prénom, avec une signature libre de pensée. Quand j'ai compris ça, j'ai voulu écrire Racé. Et Racé, justement, c'est sur le langage et sur les mots, parce que j'ai constaté qu'il y a eu une bascule très rapide, en tout cas en France, en 2019, avec des mots qui nous séparent très fort. J'aime pas dire le wokisme, en fait. J'aime pas dire le wokisme parce que pour moi, c'est bizarre d'utiliser un mot anglais, presque anglais, alors que j'estime que c'est une forme de colonisation anglo-saxonne. Donc, je préfère parler de victimocratie. La victimocratie qui, au regard de votre couleur de peau, fait croire à la personne que vous avez en face que vous êtes une victime et que forcément c'est un bourreau et que vous devez avoir des postes et des privilèges, donc que vous vous situez avant la Révolution française au regard de votre couleur de peau. Ça me dérange profondément. Si on milite pour la justice, l'égalité, la liberté, la tolérance et la fraternité, il faut être juste par rapport au réel. Donc en France, on ne se situe pas, on n'est pas en Alabama en 1950, on n'est pas au Mississippi dans les années 60, on est en France en 2020. Et s'il y a des discriminations qui restent, on n'est pas dans un racisme systémique, on n'est pas dans une forme de fascisme par rapport à la couleur de peau, par rapport aux origines religieuses. On est un peuple en France, vous savez, hein, on est un peuple profondément politique. On n'est pas un peuple ethnique, on n'est pas un peuple religieux, on est un peuple politique parce qu'on croit normalement en tant que citoyen éclairé, entre guillemets, en notre devise républicaine qui est l'égalité, la fraternité, l'égalité, la liberté, la fraternité, et que c'est à chaque citoyen de le mettre en œuvre, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que à l'État, c'est aussi à un niveau, à taille humaine, de le mettre en œuvre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on pose des questions à certains moments. Peut-être c'est possible aussi. Oui, ben, je pourrais peut-être faire un commentaire ici. Ouais. Quand vous parliez du cinéma, par exemple, des rôles qui étaient donnés aux femmes noires au cinéma, on a un problème similaire au Québec en ce sens que si les Blancs prennent un rôle d'Autochtones, ils se font taper dessus, puis on se fait dire qu'ils n'ont pas le droit, il faut prendre des Autochtones. Et c'est la même chose dans d'autres rôles aussi. Fait que je peux peut-être commenter un peu là-dessus. Ah oui, il y a Monsieur Didier là qui dit est-ce qu'on peut poser des questions par écrit? Peut-être c'est bien aussi d'être en interaction. Oui. Je sais pas, comme vous voulez. Alors c'est vrai que par rapport au rôle, bah, moi en fait le problème, enfin, euh, mon problème est en même temps ma joie. C'est que mon pédigré, je suis aussi blanche que noire, aussi juive que musulmane. Alors ça, je suis femme, oui, mais c'est surtout que logiquement, la création permet exactement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que la création, c'est cet espace de tous les possibles. Et si dans la création, on doit impérativement ne mettre que du réel, à la fin, il n'y a plus de place pour la création et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on se met à strictement jouer sa propre vie, sinon on serait illégitime pour jouer autre chose. Donc ça veut dire que ça tue tout imaginaire, toute création, et ça devient quelque chose d'absolument morbide, où notre cerveau n'est plus alimenté par l'imaginaire dans la création. Et donc, pour moi, ça laisse place aussi à toutes les formes de complotisme, de négationnisme, de relativisme, aux dérives en tout cas qui ne mettent pas la raison au centre comme est l'objet de votre association. C'est l'horreur. On est comédien, on a envie de devenir comédien en tout cas et on travaille pour être un autre. On ne travaille pas pour être soi. Voilà. OK. Après ça, dans votre livre, dans le livre Racé. Pardon. En tout cas,
En tout cas, c'est parce qu'on travaille pour être un autre qu'on travaille pour être encore plus que soi. Voilà, je précise. Dans votre livre essai, vous parlez beaucoup des mots qui séparent et tout. Est-ce que vous voulez commenter un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Les mots qui séparent, c'est des mots qui font mal. Moi, ça me terrorise. Enfin, ce qui me terrorise, c'est qu'on a le langage en tant qu'être humain, en tant qu'être civilisé. Le langage est fait oui, pour garder en fait ce rapport humain de civilité. Et ce qui m'effraie, c'est que le langage soit utilisé pour séparer, pour diviser, pour tuer et créer de la haine et de la discorde plutôt que de nous réparer. Et c'est vrai que j'ai écrit cette partie avec des mots comme sous-chien, qui a été employé par les indigénistes ici, c'est-à-dire sous-chien, ça veut dire les Français de souche, donc qui seraient, en fait, c'est les Blancs. Donc, mais dans le réel, ça ne veut rien dire sous-chien, parce il y a pas de sous-chien, et en plus, on entend ce mot comme sous-chien, comme si c'était une race encore moins que le chien. Par ailleurs, donc c'est horrible. Par ailleurs, le mot racisé qui, moi, me heurte profondément. C'est-à-dire qu'un jour, c'est une journaliste qui me posait une question et qui me demandait, pardon, j'ai un problème de lumière ici. C'est un journaliste qui me disait, et vous, en tant que racisé, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, moi, je n'ai pas supporté cette phrase, en fait, parce que et je lui ai juste dit que je n'étais pas racisée. Déjà, je ne comprends pas comment et de quel droit, en fait, on me qualifie. Et par ailleurs, ce mot-là, c'est un mot qui vous déshumanise, en fait, qui fait de vous, justement, une race, quelqu'un d'une race. Donc, c'est remettre la race au centre et ça fait de vous surtout une victime dès la naissance. Il faut absolument que lorsque vous êtes noir ou autre ou arabe, je ne sais quoi, que vous soyez victime. Et pour moi, enfin, quand on pense aux générations futures, justement, puisque normalement, la logique des générations futures, du développement durable est au centre du débat, c'est très particulier de faire de certaines personnes des victimes dès la naissance. Et puis, d'être des victimes pour pointer toujours l'autre en tant que bourreau. Et puis, grâce à cela, tirer des privilèges. Parce que ces personnes-là qui ont la force de dire ça, ce ne sont pas les vraies victimes. C'est ça qui est très injuste. C'est que parce qu'il y a ces leaders dominants qui vous font culpabiliser, en plus qui vous définissent, de quel droit elles me définissent, on est en démocratie, les véritables victimes, celles qu'on devrait aider, que la société devrait aider, on n'entend pas leurs paroles. Parce qu'elles n'ont pas la force de parler, elles n'ont pas les canaux pour parler. Il y a quelque chose de très égocentrique là-dedans. Et puis, après, de désigner des racisés qui devraient faire des réunions en non-mixité, des racisés plutôt, des racisés entre eux, là, on est dans une classification des personnes par couleur et donc on revient à la ségrégation. Et cette ségrégation qui est fantasmée puisque les personnes qui se disent racisées veulent se faire croire qu'elles vivent dans une période ségrégationniste pour en retirer des privilèges alors qu'elles n'ont pas à lutter comme nos parents l'ont fait ou nos arrière-grands-parents l'ont fait. Je trouve que c'est un déshonneur à nos ancêtres. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour parler de ces mots qui nous séparent et qui surtout qui font monter l'intolérance. Parce que c'est parce qu'on a ces personnes-là qui sont détestables depuis 30 ans qu'elles montent, que via les réseaux sociaux, que leur nombre de likes monte, qu'elles sont appelées à faire des conférences un peu partout, etc. Plus elles font ça, plus en tout cas en France, le Front National monte. Voilà. Donc ça ne fait que nous séparer.
On a un problème similaire au Québec, puis nous autres, on est à côté des États-Unis, fait que dans certains cas, c'est peut-être même pire. Oui. Il y avait Daniel Fortier qui voulait poser une question. Veux-tu y aller, Daniel? Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre conférence que je trouve extrêmement rafraîchissante Ah, et qui me fait beaucoup de bien. Et tout de suite, mon inconscient rajoute dit l'homme blanc. Euh, mais c'est ça, je voulais en fait simplement peut-être ajouter un petit commentaire, vous pourrez renchérir, c'est que dans le fond, c'est ces mots qui nous séparent, c'est ça, c'est qu'on met l'accent sur ce qui me semble être simplement la surface des choses. La couleur de ma peau, mon genre, ma culture, ma langue, ma religion, mon athéisme, c'est la surface. Mais à l'intérieur, nous partageons tous la même nature humaine universelle. On pourrait se référer, par exemple, à la pyramide des besoins de Maslow. Peu importe ce qui est en surface, on a tous besoin de manger, de dormir, d'avoir un abri, d'être en sécurité, d'avoir des relations sociales, de s'épanouir. Et c'est ça. Donc, tout ce discours wokiste, je reconnais qu'il est fondé sur de bonnes intentions, mais on dit parfois que la route qui mène en enfer est pavée de bonnes intentions. Et c'est ça. L'opinion que j'ai va dans le sens de ce que vous nous dites, qu'à mettre l'accent sur les différences, on crée l'effet inverse, on crée de l'exclusion plutôt que de l'inclusion. Donc, c'était ce que je voulais dire. Ah, merci beaucoup encore. merci. Oui, oui. Merci de cette remarque. Et c'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Après, l'enfer joue avec le moment, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où la simplification est gagnante, le buzz est gagnant, l'absence de nuances, les phrases courtes, rapides, très populistes, pour parler finalement aux plus jeunes, pour ramasser les foules. Alors que, comme vous l'avez dit, effectivement, on a à la fois des besoins et puis quelque chose d'autre. Peut-être, c'est peut-être un peu cucu si je le dis comme ça, mais l'amour, quoi, aimer, être regardé. Et puis la beauté, c'est-à-dire que moi qui suis dans l'art et dans la culture, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la victimocratie, j'emploierai pas le mot, avec la victimocratie, il y a, y a une perte de l'esthétique. Il y a comme si, en fait, on allait valoriser en surface ce qui est un peu moche, mais pour que tout cet égalitarisme, c'est-à-dire qu'on a confondu l'égalité des droits avec, donc ça veut dire en fait en fonction de la méritocratie aussi, en fonction du travail, en fonction de ce qu'on peut livrer, enfin en tant qu'artiste, ce qu'on peut produire en tant que créateur et qui met du temps et qu'on s'arrache à fournir. Et là, on a le sentiment aussi que il faut pas dépasser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un truc au rabais, pas très glorieux, et que ça, c'est valorisé presque. Voilà. Et malheureusement, l'homme peut mourir pour le beau. Enfin, malheureusement. Et donc là, c'est comme si les sociétés, nos sociétés francophones, on était dévitalisés de notre essentiel, l'humanisme, l'universalisme, ce qui nous fait vibrer, et que finalement, on devait culpabiliser de se battre pour ça. Et je trouve ça, mais d'une perversité inouïe. Voilà. Merci. On peut prendre une question d'Isabelle Dion. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup de prendre la parole, de prêter flanc, puis parce que c'est difficile. On est traité de traite, on est traité de tous les mots. Moi-même, je suis métissée. Mon père est noir, ma mère est blanche. Je ne connais pas mon père, donc je ne connais pas mes origines ethniques. Mais je trouve ça très courageux et très important qu'on se soutienne dans ce discours-là parce que je pense tout ce que vous dites et je vibre à chacune de vos paroles parce que je me sens enfin entendue exister à travers une sœur qui parle la même chose, qui vit la même chose, qui vit les mêmes frissons quand elle se fait dire qu'elle est racisée, qui vit tout ça. Donc, c'est très, ça valide
sais, on est ensemble, je suis pas folle. On n'est pas folle. Non. Puis aussi, quand vous parlez de la France ici, au Canada, le multiculturalisme, c'est dans nos lois. C'est dans la manière dont on pense le vivre ensemble. C'est avec Mme El Gabaoui qui vient d'être nommée pour la lutte à l'islamophobie. C'est vraiment rendu très loin. Puis, c'est beaucoup plus loin que juste des likes sur Facebook. Ils sont rendus à l'ONU, ils sont rendus dans nos écoles, ils sont rendus dans l'équité, diversité, inclusion a investi le milieu des affaires et tout ça. Moi, à l'université, il y a des bourses qui sont remises uniquement si on a un autochtone, une minorité noire, un gay ou un trans. Il y a toute l'attaque aussi sur le genre qui embarque là-dedans. Donc, c'est vraiment très chargé. Puis, comme femme noire, je me sens très, très attaquée par ce mouvement-là parce que qui moi je suis est comme nié, tu sais. Puis, le titre, c'est multiculturaliste et universaliste, qui sont mis en opposition. Il y a du racisme, ça existe. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit dans les quelques qu'on n'est pas avant la Révolution. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société qui est en ségrégation. Par contre, il existe du racisme. Moi, quand je vais à la pharmacie, on va me suivre dans les rangées des fois parce qu'on pense que j'ai pas d'argent ou parce qu'on pense que je vais voler, parce qu'on me perçoit. Comment est-ce qu'on fait pour dénoncer la victimocratie et le racisme de façon efficace, tu sais? Puis de ne pas tomber justement dans « je suis une victime ». Fait que ce serait ça, moi, pour avoir des outils pour ensemble qu'on puisse continuer ce discours-là qu'il faut porter. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, évidemment, je me reconnais dans vos paroles, Isabelle. Déjà, par rapport au mot traître, je voulais réagir par rapport à ça. Je vois Caroline avec le mot traître. Bon, évidemment, ça nous touche, mais c'est aussi intéressant parce que voilà, dans l'esclavage et la sortie de l'esclavage et la lutte pour l'esclavage, ce qui était considéré comme un troupeau de Noirs, ils luttaient aussi pour avoir un nom et un prénom. Ils luttaient pour avoir une pensée qui leur était propre. Ils luttaient pour ne pas être d'accord, pour avoir le droit de ne pas être d'accord entre eux. Ils luttaient pour ne pas aimer les mêmes choses. Ils luttaient pour être des individus. Et en fait, ce qui est dingue dans le mot traître, ça veut dire que même nous deux, on devrait penser très précisément la même chose, on devrait très précisément aimer les mêmes trucs. Ça, c'est raciste. Donc, en fait, nous renvoyer à la face des choses qui sont profondément racistes, qui sont profondément esclavagistes, qui sont profondément dans une domination patriarcale, c'est-à-dire que c'est eux qui décident pour nous ce qu'on doit penser, et surtout qu'on n'ait pas le droit. Moi, je me suis sentie ne pas avoir le droit d'écrire un livre, donc de manière très symbolique, une femme noire qui n'a pas le droit d'écrire un livre, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes très précisément comme ces esclavagistes qui ne m'auraient pas permis d'avoir un nom et un prénom. Et ensuite, effectivement, il y a cette différence encore entre la France et Québec. Je sens bien là, dans ce que vous m'avez dit, les institutions, dans les écoles, et le fait qu'il y ait finalement ces catégories qui doivent être respectées en fait comme une forme de quelque chose de très figé qui ne laisse pas la liberté finalement d'agir sur les projets, en fait, que tout doit être, ça c'est d'une dangerosité inouïe, et c'est fou que ça soit remonté jusqu'à l'ONU, parce que l'ONU qui est très précisément fait pour que la communauté internationale puisse se réparer et émanciper nos humanités, là c'est un recul fondamental, mais parce qu'en fait, on a cru que, j'ai l'impression qu'on a cru qu'on avait réussi, que c'était acquis, et donc on ne s'est pas bougé. On ne s'est pas bougé assez pour être très vigilant sur justement ces choses-là, et le fait de ne pas remettre la race au centre, etc. Je pense qu'il faudrait des personnes extrêmement, comment dirais-je, bien
bien droites dans leurs bottes pour défendre ce que nous, on défend. Malheureusement, le courage, aujourd'hui, c'est pas non plus c'est pas non plus un truc qui se trouve sous le sabot d'un cheval, comme dirait ma grand-mère. C'est-à-dire que le courage aujourd'hui est un peu, c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que comme si les gens n'arrivaient plus à prendre la parole libre, enfin, aisément. En tout cas, on sent que l'autocensure agit. Et je pense que ça, c'est un fléau Ben, dingue. ça fait partie de la culture de victimocratie, que la culture de cancellation. On utilise les réseaux et tout ça pour attaquer la personne, la crédibilité de la personne. Les gens peuvent perdre leur emploi, avoir des conséquences réelles dans leur quotidien pour avoir pris position, être traité d'homophobe, être traité de transphobe, être traité de juste pour avoir pensé autrement, pour avoir nommé autre chose. On pense par exemple à la professeure à l'Université d'Ottawa qui a voulu mettre à son programme un œuvre qui disait le mot nègre, puis qui a eu des conséquences de fou. Ici au Québec, on essaie de faire passer la loi 21 pour la laïcité, pour garder la laïcité dans l'espace public. On se fait taxer de xénophobe, de raciste et tout ça, alors que la laïcité, c'est la base de l'universalisme, de vivre ensemble, de si tu veux avoir une mosquée, puis une pagode, puis une église sur la même rue, ben, il faut qu'on soit laïque, sinon on ne pourra pas tout être ensemble. Puis c'est comme presque schizophrénique de les voir utiliser ces libertés-là pour lesquelles on s'est battu pour nous les arracher. C'est très violent. Puis ici au Québec, j'ai une amie à moi qui s'appelle Muriel Châtelier qui a mis sur pied avec Stéphane Foguin et puis Frédéric Bastien une association qui s'appelle l'Association du Québec uni contre le racialisme parce qu'on est dans ça, là, et votre discours, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on le multiplie, qu'on le voit, qu'on ait plus de canaux pour l'entendre. Fait que c'est certain que si ça vous intéresse, moi, j'aimerais que vous veniez. Moi, je suis impliquée en politique. On n'est pas là pour faire de la politique, mais moi, je suis impliquée en politique. J'ai aussi des canaux et tout ça. Mais ça, c'est vraiment apolitique, puis on peut vraiment aller parler de ça, puis multiplier ça. Puis c'est toutes les têtes bien conçues, bien pensées, là, vous êtes capable de bien dire les choses. Fait que c'est super important qu'on vous entende. Puis merci beaucoup. Non, non, merci. Merci à vous, mais c'est surtout aussi, c'est vrai que la parole, elle doit circuler parce qu'on nous empêche, on nous demande de nous taire. Et c'est vrai qu'il faut être bien cortiqué, c'est-à-dire bien droit dans sa pensée. Et surtout, si on peut douter, parce qu'évidemment, quand on réfléchit, on doute et c'est essentiel, justement. Mais en tout cas, par rapport à ces fondamentaux-là, la laïcité, elle nous permet, oui, de vivre, évidemment, d'arriver à vivre avec l'autre, mais aussi elle nous permet de grandir. C'est-à-dire, en fait, elle nous permet d'aimer l'autre. Moi, je sais que sans la laïcité, je ne serais pas en vie. C'est ça le truc. C'est-à-dire que sans l'humanisme, sans l'universalisme, sans oui, cette laïcité, mes parents n'auraient pas pu s'aimer, enfin, et ne s'aimeraient pas, aujourd'hui encore. C'est-à-dire que chacun aurait dû se marier. Mon père, comme on le voit dans les séries Netflix, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, quand on voit des séries, c'est très frappant quand même. C'est juste l'horreur. C'est l'inverse du fonctionnement du monde. Et alors, ce qui est très étonnant aussi par rapport à ce que vous dites, et je répète souvent à l'attention des jeunes, les questions climatiques. C'est-à-dire que sur les questions climatiques, on est là sur la biodiversité, on est là sur les espèces, on est là sur le fait qu'on puisse justement, dans cette chaîne, que les espèces soient multiples et très différentes entre elles et que ça puisse justement conforter le vivant sur la planète. Et ce sont les mêmes qui, sur l'humain, nous disent « Ah non, chacun dans sa case et chacun doit être cloisonné dans son truc et surtout que les uns doivent être contre les autres. » avec des systèmes de privilèges, de culpabilisation, de bourreaux d'un côté, de victimes de l'autre. Je trouve que c'est antinomique, ça ne va pas ensemble. Soit on est sur la biodiversité, et donc, mais globale et à 360, soit on est sur quelque chose de très fascisant et nazi, et donc on enlève les insectes, les machins, et donc on est, donc, comme pendant la Shoah, avec des classes, des listes, et des gens qu'on doit pointer du doigt, et enfin voilà. Donc voilà. Moi, c'est ce qui anime mon discours, c'est que je vois que
il y a un dogme qui est complètement déconnecté des réalités et surtout qui rejoue la colonisation mentale, la domination, qui veut nous faire croire qu'elle est décoloniale alors qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connu la colonisation, et que par rapport à nos aînés, enfin, je sais pas, en Afrique, on respecte les aînés, et là, c'est pas vraiment respecter les aînés. Et puis plein d'incohérences comme ça. Et malheureusement, la pensée est tellement simple et tellement séduisante pour les jeunes qu'ils sont happés par ce discours-là parce qu'en fait, ils jouent avec une colère. Et comme on est tous en colère, on est tous intolérants, d'une part. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal. On est tous intolérants et on doit travailler chacun contre nos intolérances. Mais ça, c'est un travail de nos vies. Et de l'autre côté, il n'y a personne qui a raison, qui a tort. Le truc, l'idée, c'est comment on fait pour se réparer et comment on fait pour trouver des solutions par rapport à un contexte qui est délétère. Nous, on a la guerre à la porte de l'Europe, là. On a autre chose à faire que les histoires de... Et on voit aussi, et notamment avec Wagner, que ces idéologies-là creusent en Afrique. Jean-Sébastien, tu voulais intervenir? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui, tout à l'heure, j'avais mis une question. Je voulais savoir, en fait, j'ai plusieurs questions. Ce que vous pensez de l'expression minorité visible, qui, selon moi, à bien des égards, ça rejoint l'expression de personnes racisées. Là, ça couvre il y a une superposition un peu entre les deux. Donc, ce que vous avez comme opinion là-dessus. L'autre chose, ce que vous pensez de l'appropriation culturelle. Je sais qu'à l'origine, appropriation culturelle, ça avait le sens vraiment littéral de on vole un objet, on prend des objets de valeur à un endroit et on les amène ailleurs. Mais là, c'est utilisé de façon appropriation culturelle dans le sens culturel. Puis moi, je trouve que c'est un concept qui est maintenant utilisé de façon raciste ou ce que vous disiez tout à l'heure, racialiste. Parce que, mettons, quand j'entends appropriation culturelle, c'est ben, la personne sur scène chante une chanson autochtone, mais elle n'est pas autochtone. Donc, elle ne devrait pas avoir le droit de chanter cette chanson-là, ou ne devrait pas avoir le droit, mettons, quand on dit à notre Justin Trudeau qu'il n'aurait pas été supposé de s'habiller selon, quand il se déguisait finalement, s'habillait selon de telle façon, mais lui, il n'a pas ces origines-là, donc il ne devrait pas s'habiller de cette façon-là. Et puis, le dernier point que j'aimerais apporter, c'est Netflix a censuré tout épisode où il y avait un blackface, peu importe la raison, il censurait tout ce qui impliquait un blackface. Et il y a un épisode d'une série traditionnelle québécoise, Les Filles de Caleb, où dans les premiers, deuxième ou troisième épisodes, Roy Dupuis portait un blackface, mais c'était par hommage, parce qu'il faisait un des rois mages. Et puis, l'épisode a été censuré. Netflix a coupé cet épisode-là parce que Roy Dupuis portait un blackface, mais c'était pas pour ridiculiser, il n'y avait pas de mauvaise intention. Et il n'y avait aucun blanc dans leur petit village des Filles de Caleb. Il n'y avait aucun blanc. Donc, si tu voulais représenter quelqu'un de noir, si ça prenait un blackface, c'était inévitable. Donc, beaucoup de choses là, que je vous lance, mais je vous invite à réagir à ça. Oui, déjà sur minorité visible, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on chacun d'entre nous est une minorité visible dans ce cas-là. C'est-à-dire si on doit aller dans le détail de notre singularité, si on est singulier, forcément, on est minoritaire et visible. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Par ailleurs, moi, je réfléchis en droit. Et c'est vrai qu'en droit, et notamment en droit international, le mot minorité, c'est un mot très spécifique qui a été inventé pour protéger les minorités quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale notamment, mais après quand il y a eu les Kosovo ou les Ouïghours, c'est-à-dire pour que les personnes puissent avoir un minimum vital et ne pas être tyrannisées dans des États. Ensuite, maintenant, tout le monde est minorité avec les mêmes... Oui, Guy, vous êtes moi, je pense que Guy, vous êtes unique. Le truc, c'est que effectivement, on est unique, mais là, il y a une instrumentalisation du mot minorité. C'est très dangereux de faire ça d'un point de vue juridique, parce que la définition juridique est très précise. Elle offre des droits de protection aux minorités très précises. Et alors même que ces personnes qui se disent minorités, par exemple, sont quasiment
par exemple, moi je parle pour la France, hein, sont toutes françaises. Il n'y a pas de minorité visible en France. C'est-à-dire qu'il y a il y a des Français, il y a des citoyens. Et puis après, évidemment, avec les vagues, il y a des étrangers. Mais minorité visible, c'est très dangereux. À moins de mettre une nouvelle fois l'ego au centre et de considérer que tous les gens, moi je vais dire, là je sors de cette réunion, je dis bah, tous les gens qui me ressemblent, eh ben, nous sommes une minorité visible et je prends comme dénominateur commun ma petite personne avec des gens qui sont pareils que moi. Voilà, donc je vais prendre Isabelle, je vais prendre comme ça. C'est pervers, c'est une notion perverse. Ensuite, sur appropriation culturelle, c'est horrible parce que normalement, la culture, on a envie que tout le monde se l'approprie. La culture, c'est quelque chose qu'on met en partage pour donner d'autres choses. Et moi, j'ai eu la chance de travailler de travailler. J'ai eu la chance d'être très, très liée avec Manu Dibango, par exemple, qui était mon papa de cœur. C'était mon voisin quand j'avais 20 ans. Après, on a gardé une relation très profonde. Il est parti avec le Covid très tôt, mais et lui, en fait, c'était l'appropriation. Justement, il voulait mettre sa musique en partage. Il avait une formation de musicien classique avec son saxophone. Et en fait, c'est ces mélanges entre le jazz, l'Afrique, le classique, qui a donné quelque chose. Et aujourd'hui, c'est terrible lorsque, par exemple, certaines personnes vont au théâtre, pas pour regarder la pièce, mais pour être comme le censeur de la pièce de théâtre, arriver comme un espèce d'inspecteur de la pièce, inspecteur des bonnes mœurs de la pièce pour savoir si ça va, ça va pas. Et ça empêche tellement la relation. Ça empêche de nous retrouver dans des salles de spectacle déjà, parce qu'il y a quand même là, il y a eu une espèce d'entrisme dans le monde de la culture terrible. Moi, j'essaie de voir des pièces qui sont normales, quoi. Mais c'est vrai que très vite, là, les pièces qui sont jouées et qui sont soutenues par les fonds publics, donc nos impôts, c'est souvent des pièces comme ça, là, où c'est donneur de leçons sur des choses terribles. L'appropriation culturelle, c'est pareil, c'est une notion totalement perverse dans la mesure où nos jeunes ont besoin de s'approprier toutes les cultures du monde et en faire les leurs pour justement pouvoir les transformer et pour pouvoir écrire leur propre récit. Et c'est ce qu'Édouard Glissant, alors j'ai eu la chance aussi de connaître Édouard Glissant, ce philosophe, pour moi c'est un des plus grands philosophes, qui parlait de créolisation. La créolisation, c'est pas que tout le monde soit métis, c'est pas ça. Il a pris en fait la créolisation, c'est sa terre natale, donc aux Antilles, pour dire que la créolisation, c'est comment se sortir du chaos, donc comment s'ouvrir au monde, comment faire que sa culture puisse être partagée pour non pas rester esclave comme les Antilles l'ont été, mais pouvoir être une puissance culturelle qui soit appropriée à travers le monde. Et s'il n'y avait pas eu l'appropriation culturelle, il n'y aurait pas eu Elvis Presley, il n'y aurait pas eu le jazz, on serait en manque de beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et notamment en termes vestimentaires, de mode et de tout. Et en tant que personne humaine, on est une appropriation culturelle, sinon on ne serait pas en vie. Je veux dire, dans nos relations, le fait d'avoir un échange avec vous ce soir, bah, moi j'espère m'approprier un petit peu de votre culture et j'espère que vous partagez un peu de la mienne, quoi. Sinon, ça ne sert à rien d'échanger. On va passer à la question de M. Louis Campagna. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation et la conversation. Ça va peut-être être décousu. Je vais tenter de contribuer à la conversation. Moi, je suis réfugié un petit peu, là, c'est-à-dire que je suis investi dans l'univers canadien, donc l'univers anglo-canadien. Et j'ai vu, de mes yeux vus, là, de l'intérieur d'une entreprise, la prise de contrôle institutionnelle par ce qu'on va appeler de façon euphémiste là, la diversité, l'inclusion et l'équité. Je me suis parfois trouvé seul devant 21 autres personnes à voter contre des résolutions pour faire rentrer ça. Tout le processus a commencé par un atelier sur les biais inconscients
où on venait nous expliquer que peu importe qu'on soit raciste ou pas, on est raciste. Donc, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était plus de l'ordre du religieux que de la raison. Et d'ailleurs, à ce jour, je me pose la question, c'est sûr que c'est une question de conscientisation, mais nous avons la chance dans notre culture, partagée d'ailleurs avec la culture de la France, d'avoir la langue, mais aussi d'avoir le souci de la laïcité, dont la définition n'est pas celle nécessairement de secularism. Donc, quand on parle en anglais de secularism, il manque une composante là, à la laïcité que nous, on comprend là, notamment avec la laïcité à la française. Et essentiellement, c'est qu'on permet la pratique religieuse dans la sphère privée, mais on interdit l'invasion d'une religion en particulier dans la sphère institutionnelle, dans la sphère publique de l'État. Et à ce jour, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas davantage de réactions épidermiques en Occident, où on a quand même, grâce à l'humanisme libéral, réalisé tant de belles choses depuis la Renaissance humaniste, en passant par la modernité jusqu'à nos jours. On est, à ma connaissance, pas mal la seule civilisation qui, bien qu'ayant commencé avec l'esclavage, on a fini par s'en débarrasser. J'en connais pas d'autres des civilisations humaines développées qui n'ont pas eu la tare originelle de l'esclavage. Et nous, on est parvenus, dans une grande mesure, à nous en débarrasser. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclaves qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, à peu près 50 millions d'esclavages de différentes formes, bien entendu, que ce soit les travailleurs pakistanais dans les pays, dans les pays arabes, que ce soit justement les femmes qui sont forcées de faire du ménage ou encore le travail du sexe dans différents... Donc, c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à éliminer comme tort et évidemment l'égalité politique entre les hommes et les femmes, qui est aussi, je pense, même si on a vu ça ailleurs, dans peut-être des petites communautés, tout ça, mais d'intégrer ça à une civilisation comme on a réussi à le faire chez nous, c'est spécial. On a quelque chose de spécial. Alors, j'ai comme davantage compris l'espèce d'adoption quasi immédiate dans le Canada anglais, là, malgré quelques vieux bonhommes qui m'ont gré. Alors que moi, Québécois, entouré de Canadiens anglais, j'ai réagi tout de suite. Puis c'est évidemment notre relation avec la religion. Donc, on a eu au Québec la Révolution tranquille, et puis ça, je l'ai intégré. Et quand on m'est arrivé avec quelque chose qui est essentiellement un phénomène religieux, ben, je pense que c'est comme quand on attrape un virus, puis que notre système immunitaire réagit, qu'on a des anticorps pour un certain temps. Ben, quand le virus se représente, on va réagir et on va réussir à y résister, alors que quelqu'un qui n'a jamais fait face à un virus comme celui-là, lui, il va devenir malade. Alors, nos amis protestants du Canada anglais, je pense, ainsi que les Américains au sud de la frontière, ont été rapides à avaler cette couleuvre-là, si je peux me permettre. Je vais conclure parce que je pourrais probablement en parler pour des heures. Le mal, en fait, le mal nous arrive de loin. Moi, je suis quelqu'un qui suit les travaux d'un dénommé James Lindsay aux États-Unis, qui a vraiment analysé la composante néo-marxiste, la composante, évidemment, postmoderne de toute cette mouvance-là. Alors, on pourrait dire que ça vient des États-Unis, mais en fait, les philosophes français des années 60, Foucault en premier, ne nous ont pas aidés. Avant ça, on peut remonter la chaîne très loin, justement, en passant par Gramsci. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît, rapidement. Merci, vous faites bien. Gramsci qui nous a fait passer là, de Marx, justement, à ce qui est devenu le postmodernisme, essentiellement. Mais fondamentalement, on a affaire, je crois, à une religion. On a affaire, en fait, à une gnose, à une religion gnostique. Donc, une religion qui se définit par la négative et dont les adeptes prétendent connaître quelque chose que toutes les autres personnes ne connaissent pas. Mais je conclus sur une image, parce que tout à l'heure, j'entendais parler quelqu'un qui disait « Des fois, je me fais suivre dans des commerces à cause de la couleur de ma peau. » Et je veux juste souligner l'aspect infalsifiable de l'accusation de racisme, parce que supposons qu'une personne à la peau blanche et une personne à la peau noire rentrent simultanément dans un commerce. Et là, je me réfère à l'INSEE. Donc, si le gérant ou la personne qui fait le service sert d'abord la personne noire, alors cette personne-là va être accusée de suivre la personne noire de peur que la personne noire vole. Alors que si au contraire, elle sert d'abord la personne blanche, ben c'est parce qu'évidemment, elle fait passer la personne blanche avant la personne noire. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est une situation qu'on dit qui est infalsifiable.
parce que fondamentalement, on ne peut pas lire dans le cœur des gens. Alors, je conclue là-dessus, souhaitant avoir contribué un petit peu à la conversation, et je continue à vous écouter. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose, des commentaires à faire, Mme Kahn, là-dessus? Oui, peut-être. Bah, c'est vrai que sur la laïcité, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, déjà, je pense qu'il y a l'histoire de religion, de laïcité, mais aussi peut-être de notre langue française, qui est, quand on relit Senghor, etc., qui est une langue normalement avec 1000 nuances, de la complexité, du doute, de la poésie, peut-être plus que l'anglais, qui va droit au but, etc. Et je vous le dis parce que aussi mon père, j'ai été baignée, moi, entre l'anglais et le français comme vous, hein, donc voilà. Et porteuse de cet humanisme complexe. Et puis, ah oui, je voulais préciser aussi que mon livre « Racé » a fait l'objet de l'adaptation dans un documentaire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur YouTube, parce que je sais qu'il y a des trucs parfois. Le documentaire s'appelle Racisé, je crois. C'est un documentaire qui a été réalisé par Michael Prazan, P-R-A-Z-A-N, et qui retrace le parcours. Alors, donc, ça se base sur mon essai, mais aussi où il retrace le parcours justement avec l'école Foucault, etc., Derrida et tout ça, où finalement c'est né aussi d'un très grand malentendu. Et c'est intéressant en fait de reprendre cette origine-là dans les universités américaines. Et ensuite, non, pour juste repréciser, je pense qu'il y a des choses qui se mélangent. Il y a cette chose qui ne nous permet pas de lutter contre le racisme et l'antisémitisme et autres. C'est ce dogme qui crie au loup tout le temps en permanence à saouler les gens. C'est comme le féminisme, en fait, hein, qui, à force de nous saouler, et ben nous, en tant que femmes, on est obligés de se battre parce qu'on a l'impression qu'on est revenu complètement en arrière à cause de propos qui sont totalement désobligeants à l'égard des hommes et à l'égard des femmes. De ces femmes qui parlent en notre nom, en étant hyper vindicatives et en voulant tuer tous les hommes, quoi. Donc, nous, maintenant, on est là à travailler dans des entreprises, à essayer de refaire valoir nos compétences, etc., alors qu'on a des espèces de personnes qui, par rapport à leur ego, enfin, juste pour faire du buzz, sortent des phrases, mais d'une inhumanité détestable. Ah oui, voilà, merci Caroline d'avoir mis le... Oui, tout à fait, merci beaucoup d'avoir mis le lien. Et je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais en tout cas, voilà. Et surtout, par rapport à ça, on ne doit pas oublier les victimes, que ce soit les victimes, enfin, je parlais des femmes, donc des victimes de harcèlement, ou de viol, ou de violence par rapport aux femmes, et des victimes de racisme, parce que moi aussi, je le sens parfois des choses... Mais c'est dommage de plus pouvoir dénoncer le racisme à cause de ces personnes qui sont ces victimocrates. C'est ça le souci. Et c'est ça cette ligne de crête. Et en tant qu'humaniste universaliste, on doit toujours garder, même si à cause d'eux, on n'a pas envie, mais de lutter contre toutes les formes d'intolérance, que ce soit par rapport aux femmes, par rapport aux couleurs de peau ou par rapport aux préférences sexuelles. On va prendre l'intervention de Caroline Morgan. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, j'aimerais attirer l'attention sur un autre dommage qui est fait par ce mouvement-là, c'est celui sur la transmission de culture. Je m'explique, c'est que là, il y a des œuvres culturelles qui supposément seraient rendues trop poussiéreuses, trop blanches, trop blanco-triarcat, etc., etc. Alors là, elles sont carrément, leur transmission est carrément remise en question. Puis là, je pourrais donner bien des exemples, mais par exemple, on s'en prend aux études classiques, à l'opéra, à des œuvres,
Par exemple, ça peut être Shakespeare ou je vois régulièrement passer des articles, la musique classique est raciste, il faut la laisser mourir, l'opéra est raciste, ça vaut pas la peine de s'en occuper. Et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que, bon, au Québec, jusqu'à maintenant, bon, il y a eu toutes sortes de tensions, mais il y a quand même eu des communautés qui se sont beaucoup intégrées, les Irlandais, dont mon ancêtre est irlandais, les Italiens qui se sont mêlés à la culture québécoise et qui ont repris son histoire, sa culture, y ont participé dans une transmission intergénérationnelle. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est le discours, il faudrait laisser tomber les œuvres classiques, par exemple, Bonheur d'occasion de Gabriel Roy ou Maria Chapdelaine, sous prétexte que les ressorts aujourd'hui, c'est du passé, c'est un passé poussiéreux, ça ne se transmet c'est plus transmettable aux jeunes qui ne sont pas intéressés, et surtout des jeunes issus comme l'expression le dit, les jeunes issus de la diversité. Qu'est-ce par exemple, un élève immigrant qui a immigré, en quoi ça l'intéresserait Maria Chapdelaine? Ce que je trouve atroce, parce que non seulement, il y a pas seulement la transmission de notre propre culture, puis le partage avec tous les élèves du Québec qui risquent d'être brisés, de notre culture risque d'être cantonnée à une ethnie, finalement, mais aussi parce que ça brise aussi le désir d'aller voir des œuvres classiques, que ce soit Tolstoï, Balzac, ou par exemple, pendant mes études, j'ai fait des études littéraires, j'ai découvert Amadou Kourma, un écrivain ivoirien qui est une des œuvres en français les plus géniales que j'ai lues. Mais c'est tout ce mouvement-là de wokisme, puis ça, là-dessus, il y a un petit parallèle à faire avec le maoïsme chinois. C'est jusqu'à quel point ça peut faire table rase de toute la transmission culturelle aux jeunes générations, de leur faire découvrir les œuvres classiques de n'importe quelle discipline, de les faire s'approprier, peu importe leur origine, puis de les découvrir et de les lire, d'en faire leur propre lecture. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de bris, de cassure intergénérationnelle là-dedans? Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une question qui me touche profondément. Je vais essayer d'être claire parce que c'est vrai que c'est toujours une émotion parce que moi, je viens de la danse classique. Et puis, mon fiancé est pianiste, violoncelliste et compositeur et chef d'orchestre classique. Il travaille sur des œuvres et des requiems, etc. En fait, si on regarde le truc à froid, j'ai quand même l'impression, mais je ne sais pas, hein, peut-être que vous ne serez peut-être pas trop d'accord, mais que le nerf de la guerre, c'est le travail. C'est-à-dire que pour appréhender cette exigence qu'est la danse classique, ou l'opéra, ou les textes, avec ce vocabulaire, une appréhension en fait de ces disciplines, faut avoir effectivement ce désir, mais ce désir de dépasser aussi ses limites. Quand on n'a pas eu quelqu'un qui vous a stimulé, ou il y a un truc de l'ordre aussi du travail, de cette exigence d'aller vers ces choses-là. Après, je suis d'accord avec vous hein, sur cette dictature maoïste. En gros, on va vous faire une culture prémâchée, une culture presque jetable, finalement, la culture des réseaux sociaux, de vous mettre des stories, de vous faire du TikTok, et que ça, on va considérer ça comme étant de la culture. C'est absolument détestable dans la mesure où il n'y a rien qui est vibratoire, il y a rien qui vous stimule dans votre être profondément, quoi. C'est une culture... et c'est terrible, parce que oui, c'est le réel, c'est une culture qui est vide de sens, même si ça peut émerveiller dans l'instant, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une chorégraphie, un truc, c'est pas le fondement, et par ailleurs, c'est parce qu'il y a eu les œuvres de Shakespeare, de Balzac, et qu'on voit ces chorégraphies aujourd'hui sur TikTok, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu ça. Donc on nous coupe les racines, finalement, ce qui est la sève de la création, en nous faisant croire que ça c'est raciste et qu'il faut le laisser mourir, d'un côté. Et moi, je me bats bec et ongle aujourd'hui, justement, pour maintenir ça, les orchestres. Et c'est, j'imagine, comme chez vous, extrêmement difficile, quoi. Que les orchestres puissent avoir des moyens dans les villes pour continuer à répéter, continuer à jouer, et, sans être pointés du doigt, etc. Après,
il y a ces choses-là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, avec ces dogmes, j'ai l'impression que ça empêche aussi que les opéras ou les corps de ballet puissent s'ouvrir à ces personnes dites un peu plus mélangées, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait un mouvement très intelligent de la part des orchestres, même si c'est le cas. Mais ce truc, malheureusement, ou alors des professeurs, hein, que des professeurs parient sur des gens, les emmènent extrêmement loin dans l'exigence artistique pour pouvoir les intégrer dans les orchestres et dans les opéras et dans les choses. Mais je pense qu'on n'a pas perdu cette bataille-là. Merci beaucoup. Merci à vous. En fait, on pourrait en parler beaucoup de ça, mais bon, le temps... Oui, je sais. Voilà, ouais. Il y a un commentaire qui vient de paraître de M. Normand Trudel. Est-ce que vous voulez mentionner votre commentaire vous-même? Bon, il n'est pas là. OK, bon. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro? Non. OK. Est-ce que M. Trudel il dit qu'il est conservateur de bibliothèque patrimoniale avec des collections remontant à l'Antiquité. Il dit, nous ne pouvons plus rien diffuser tellement nos directions sont frileuses et apeurées. Il faudrait demander l'aval des communautés autochtones pour diffuser des livres anciens traitant des Autochtones. Idem pour... C'est dingue. Idem pour les Noirs et... Excusez-moi, là, c'est parce que c'est écrit petit sur mon écran. Idem pour les Noirs et toutes les autres minorités visibles. Cela va aussi loin que de refuser une image représentant une scène de chasse du 16e siècle sous prétexte que cela pourrait offusquer les véganes, les défenseurs des animaux. Le public ne mesure pas l'étendue de la censure et de l'autocensure dans nos institutions. Ouais. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est l'autocensure, en fait. Ça, c'est ce qu'est la censure, mais l'autocensure, et je le vois, moi, j'ai beaucoup d'amis, etc., dans l'expression et dans la... Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai sorti Racé, parce que moi, j'en avais marre de ce silence, cette chape de plomb. Et à la fin, ce que je vois aussi sur le territoire, c'est que, enfin, partout en France, c'est que les gens, ils sont avec moi, en fait. Enfin, la majorité. Moi, j'ai jamais rencontré... Alors, il y a les trucs sur les réseaux sous pseudo où on se fait insulter et tout. Mais après... Mais en revanche, je sais que dans les boulots, si vous sortez des heures, etc., après, vous avez des pétitions contre vous, les gens s'excitent. Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place quelque chose au niveau international sur la francophonie. Vraiment sur la francophonie, parce qu'en Belgique, je sors d'une conférence en Belgique cette semaine, on a parlé de la même chose. En Suisse, c'est la même chose. Au Sénégal, c'est en partie la même chose parce qu'il y a des choses, notamment des gens cultivés, en fait, qui ne comprennent pas. Donc voilà, et puis après, travailler avec nos petits, mais dès la maternelle, quoi. Parce qu'il faut toujours trouver des solutions. Enfin, c'est pour ça que dans Racé, j'ai écrit les mots qui séparent, mais j'ai aussi fait une partie sur les mots qui réparent. On parlait de la laïcité tout à l'heure. J'avais mis dans les mots qui réparent l'intimité. Nos jeunes n'ont plus accès à leur propre intimité. Donc, c'est très difficile. Avec les réseaux sociaux, ils sont en boucle sur les WhatsApp 24 heures sur 24. Ils n'ont plus accès à leur propre pensée. Ils ont accès à la pensée du groupe, mais pas la leur. Et ça, je trouve ça éperdument dangereux quand on parle de laïcité. La sphère publique, la sphère privée, ils ne savent pas ce qu'est la sphère privée dans leur intimité, par exemple. Dans les mots qui réparent, j'ai parlé de la signature, avoir un nom, un prénom, parler en liberté avec son propre nom, avec son propre, presque son propre langage. Ça, c'est quelque chose. Et puis la création, il faut batailler sur la création. Moi, j'adorais écrire quelque chose sur le Wokistan ou une famille comme ça qui, à la fin, qui s'auto... C'est un suicide, le Wokistan. C'est un suicide collectif. On a Diane Brouard qui voulait faire une intervention. Ouais. Après, je regarde l'heure. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir rester très, très longtemps. OK, alors on va prendre des interventions très courtes dans ce cas-là. Madame Brouard. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Oui. En fait,
plutôt un commentaire sur ce qui a déjà été dit, particulièrement sur l'appropriation culturelle. Et puis, je voulais ça, je pense que le racisme n'existe plus de nos jours. Je pense que ce qui subsiste, c'est le préjugé. Alors, le racisme, en fait, il est entretenu par ce qu'on appelle les Noirs, je n'aime pas trop les mots, mais par les personnes de couleur foncée. Il est entretenu et de façon à pouvoir accuser, n'est-ce pas? Parce que comment dirais-je, ça apporte des bienfaits quand même, dont je ne vais pas parler et, en ce moment. Mais j'ai envie de dire, mais à partir de quelle nuance qu'on est noir? Par exemple, sur moi, ça ne se voit pas, mais j'ai une branche noire, n'est-ce pas? Donc, je suis un petit peu à l'opposé de Rachel Kahn, qui est plutôt sur le teint foncé, avec la mixité. Et moi, avec la mixité, je suis plutôt sur le teint plus pâle, n'est-ce pas? Et c'est tout. Donc, je pourrais très bien, comme on le fait avec le genrisme, j'ai pas l'air d'une femme, mais je suis, en fait, je suis une femme. Vous savez, je peux choisir d'être une femme, mais je ne le suis pas. Donc, on pourrait dire de nos jours, si on veut, je suis une noire. Hein, voilà, je pourrais déclarer, ça se voit pas, mais je suis une noire. Donc, j'aurais droit d'aller dans les trucs qui sont exclusivement pour les personnes racisées, comme on dit, etc. Donc, c'est juste pour dire un petit peu l'absurdité, que peut-être que même la notion de couleur est en train un peu de s'effondrer aussi, il n'est plus aussi tangible. Donc, je pourrais dire, à partir de quelle nuancée, par exemple, pourquoi est-ce que Meghan, la grande Meghan, princesse, pourquoi est-ce qu'elle a décidé qu'elle était seulement noire? Elle dit tout le temps qu'elle est noire, mais en fait, son père est blanc. Vous voyez? Donc, elle est mixte, mais elle ne parle que du côté noir. Est-ce que c'est parce que son nuancé est légèrement foncé, donc elle considère qu'elle n'a pas regardé son ADN blanc? Et pour moi, c'est faux, parce que on est tout ce qu'on est, n'est-ce pas? On est tout le brassage depuis plusieurs siècles, en quelque sorte. Bon, bref. Mais sur la... OK, on va laisser Mme Kahn répondre, s'il vous plaît. Oui, très vite, sur Elle ne sera pas l'appropriation encore là culturelle. longtemps. Elle veut En fait, partir on de ne bonne peut heure. plus... je peux conclure sur l'appropriation ou c'est trop? Rapidement, mais une minute. L'appropriation culturelle, de toutes les façons, elle est déjà faite, et par les Noirs aussi. Les trois, il y a dans la musique classique américaine des États-Unis, parmi les plus importants compositeurs qui ont fabriqué la musique dite américaine avec ses spécificités, etc., ce sont trois Noirs. Alors, vous voyez, donc ils se sont appropriés la musique classique pour pouvoir le faire, et dans le fond, on ne peut plus départager tout ça. Et les Noirs, et je pense qu'il y a un manque de culture chez les Noirs, qui ne savent pas que les Noirs ont déjà mis l'empreinte sur la culture occidentale, en quelque sorte. C'est surtout ça. Et puis, Madame K, je ne savais pas que je ne sais pas si le père de vos enfants ou votre mari ou quoi était un musicien, alors de musique classique en plus. Alors, parce que je n'ai pas pu trouver des détails sur les réseaux. Je vois les articles, mais vous ne parlez jamais de ça. Peut-être que vous êtes discrète dessus. Donc, mais je suis contente d'avoir ce détail aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Non, moi, alors, je suis vraiment désolée, mais je vais être obligée de conclure parce que demain, je suis à 5 heures. Il faut que je me lève à 5 heures. Ça va être très difficile. Il est déjà ici 22h15, 16. Et après, j'ai toutes les choses qu'une maman doit faire un peu là. Donc, je vais devoir courir. Donc, pardonnez-moi. Juste, j'entends parfaitement... J'entends parfaitement pour Meghan Markle. Moi, je trouve ça complètement... Moi, je savais même pas qu'elle était d'origine afro-américaine. Je ne savais pas du tout lorsqu'elle s'est mariée. Je l'ai appris vraiment très tard. Et en plus, on s'en fout complètement, surtout. Il y a des injustices qui sont surtout aujourd'hui sociales. Même si je pense que le racisme existe quand même. Il y a quand même des extrêmes, notamment en France, où là, on ne peut pas dire que des gens qui sont horribles, et on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ou même en Afrique, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est vrai que en Occident,
On n'est plus du tout, on est passé à autre chose. Voilà. Enfin, dans le commun, on est passé à autre chose, une forme d'intolérance, etc. Mais c'est difficile pour moi de dire que l'antisémitisme et le racisme n'existent pas. Après, je pense qu'il faut, je ne sais pas, monsieur, je vous redonne la main pour conclure cet entretien. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette conversation et pour votre contribution à la discussion justement sur le racisme, l'antiracisme, sur le victimisme et tout ça. Fait que, j'avais peut-être juste une petite annonce aussi. Il y a une conférence qui se donne ce jeudi à l'Association humaniste du Québec sur le wokisme avec David Santarosa. Fait ceux qui s'intéressent à ce sujet, vous pouvez aller réserver votre place à l'Association humaniste. Fait que merci beaucoup, Madame Khan, pour cet échange. Merci, monsieur. J'espère j'espère vous avoir apporté un petit peu d'énergie. Moi, ça m'a apporté. Je pense qu'il faut garder des ondes positives surtout et profondément humaines. Je sais qu'on doit faire preuve d'une résistance inouïe, mais de rester vivant et avec le sourire. Malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir.